Si tu Ouais. peux nous dire un petit peu qui tu es, où tu vis et ce que tu fais comme activité. Eh bien, écoute, donc je m'appelle Philippe Lagissier, je suis enseignant d'EPS au lycée des métiers Sainte-Anne à Saint-Nazaire. C'est un lycée professionnel en hôtellerie-restauration et dans les secteurs de la santé et du social. J'ai commencé ma carrière en 98 en collège, donc près de Nantes, à Trélières précisément, au collège Elder Camarade Trélières, où j'ai travaillé pendant de 98 à 2015. Et puis, une mutation professionnelle vers le bord de mer, donc sur Saint-Nazaire, à 70 km de Nantes, où je travaille maintenant, puisque j'habite à proximité sur la Baule. De la mer, quelle chance. Voilà, ouais, ouais, la mer qu'on ne voit pas, mais on sait qu'elle est là. Vous allez la retrouver bientôt, la mer. Ouais, j'espère. Ok, donc on voit ton lycée en arrière-plan, là, derrière toi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est le lycée des métiers Sainte-Anne, d'hôtellerie de la restauration. Donc, c'est principalement deux filières. Une filière qui prépare les métiers de bouche, donc en cuisine, et également en service, donc en hôtel-restaurant. Et puis, donc ça représente 55-60% des élèves. Et on a 40-45% des élèves qui sont dans l'autre secteur, le secteur santé sociale, donc qui préparent les métiers d'accompagnement, de soins et de santé à la personne principalement, avec un bac professionnel ASSP, donc accompagnement, soins et santé, et puis aussi un bac technologique ST2S, donc pour des filières un peu plus technologiques, mais toujours dans le domaine de la santé. D'accord. Et donc, toi, tu enseignes l'éducation physique et sportive. Voilà, exactement, le prof de PS, donc prof de Le PS. prof de PS, le fameux prof de PS dont on a tous des souvenirs d'enfants hein, et d'ados hein, quand même. Hein. Ouais, on a tous des souvenirs. Moi, c'est principalement le prof de PS qui m'a donné envie de devenir prof comme lui, parce que j'ai eu plusieurs profs avec qui je m'entendais bien. Moi, étant sportif au départ, je me retrouvais bien dans la pratique sportive. Et puis, c'était à un moment, c'est de dire, ben voilà, le sport, c'est une chose, faire du sport, c'en est une, mais faire du sport, c'est pas la même chose. Et c'est ce qu'on retrouvera notamment au niveau des concours avec beaucoup de coefficients sur les parties théoriques et assez peu finalement sur la pratique de l'EPS en tant qu'étudiant pour devenir prof. Moi maintenant, actuellement, en tant que prof, je fais très peu de sport dans le cadre de mon métier. J'en fais en dehors à titre personnel, mais dans le cadre de ma pratique de tous les jours, à part un petit défi badminton ou tennis de table avec les élèves et puis quelques touches de volley, il y a assez peu de pratique puisqu'on est plus dans l'enseignement, dans la correction, dans la mise en place d'exercices. Donc, quelqu'un qui est vraiment fan de la pratique sportive, il ne faut pas faire prof de PS parce qu'on en fait très peu dans le cadre de son métier. Il y a une sorte de frustration quand tu es un sportif si tu es prof de PS. Non, parce que c'est deux choses différentes mais complémentaires. Ma pratique sportive, je la vis en dehors dans le cadre privé et mon métier, c'est d'enseigner des manières de faire. D'autant plus que l'EPS, c'est l'éducation physique et sportive, c'est l'éducation du corps grâce au sport. Dans l'éducation physique, il y a plein de choses qui vont être prises en compte. Les rôles socio-participatifs, l'arbitrage, le rôle d'entraîneur, le rôle de coach, le rôle d'aide, de conseiller. Et puis, il y a le support qui est le badminton, le volley, le foot. Mais à la limite, il y a des arbitres dans tous les sports, à l'exception de l'ultimate, mais on verra d'autres choses. Donc, la pratique sportive n'est qu'un moyen d'éduquer le corps, savoir s'échauffer, savoir s'étirer, connaître des routines dans ces différents domaines pour ne pas se faire mal et puis pour essayer de construire un jeune qui plus tard, qui lui rentrera dans son domaine privé sportif, sera apte à faire quelque chose en sécurité pour lui et pour les autres. Au-delà de l'enseignement de tout ce qui est éducation du corps, hein, physique, il y a aussi toute l'éducation peut-être aux valeurs du sport. Alors ça, évidemment, ça va avec la valeur sportive. On renvoie beaucoup à l'image du sportif, mais les élèves, quand on leur dit le sport c'est bien, et puis qu'ils vont nous parler de dopage dans tel ou tel sport, l'image du sport, elle peut être un petit peu biaisée dans certains cas. Donc, on essaie de trouver les valeurs de base du sport. Nous, on en est persuadés, les élèves aussi. Après, c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre l'élève qui veut un peu taquiner le prof en disant faites du sport, c'est bien, ouais, mais mes parents, ils sont tout le temps blessés, il ne faut plus en faire. Moi, à chaque fois que je m'en fais, je me fais mal au dos. C'est un peu le jeu, mais globalement, les élèves
en tous les cas, moi, dans mon établissement, c'est quelque chose, les élèves sont en attente de pratiques sportives parce qu'effectivement, dans le cadre de leur journée de cours qui est très intense, très chargée, eh ben, c'est une soupape, effectivement, de venir un peu se défouler, même si ce n'est pas simplement faire un taper dans un ballon. Il y a des choses à faire, il y a une évaluation, il y a des choses qui sont construites, des choses à apprendre et à restituer. Mais effectivement, c'est quand même, il n'y a pas la classe, il n'y a pas le cours, il n'y a pas les tables, il n'y a pas les chaises, il n'y a pas des murs. Voilà, on est sur un espace plus grand et où les libertés sont quand même un peu plus grandes que dans les autres matières. Et tu dirais que la relation du prof de PS avec l'élève, elle est différente du prof de français ou du prof de maths, ou vous avez aussi ce même cadre où vraiment vous créez des liens qui sont un peu différents avec vos élèves? Je pense que ça va dépendre de chacun. Il peut y avoir des profs qui sont très dans une relation, alors je ne veux pas dire de copinage parce que ce n'est pas du tout ça, mais dans une relation très proche parce que beaucoup plus de liberté, en tous les cas, donnée à l'élève, la sensation d'être plus en liberté. À côté de ça, il y a toujours un cadre, il y a toujours un fossé, il y a toujours des élèves et un enseignant. On a tendance quand même à dire un peu qu'un cours, c'est une monarchie où c'est le prof qui décide in fine, quoi qu'il arrive. Donc, on est quand même dans un rapport de transmission, même si l'élève va être acteur de son apprentissage, faire des propositions, c'est son corps qui va bouger et qui va faire des choses. Je pense qu'on est sur le même pied d'égalité que tous nos collègues dans toutes les disciplines. Après, c'est peut-être la relation humaine qui est un peu différente parce que le sport fait qu'il y a souvent beaucoup plus de rapports humains que dans d'autres disciplines où on est plus individualiste, où c'est plus une relation à une personne. Là, le fait d'être en travail collectif en permanence sur les activités collectives, les sports collectifs notamment, font qu'il y a quand même une alchimie qui se fait un peu plus facilement dans la relation. Mais ça, c'est pour les élèves qui le veulent, parce qu'à côté de ça, il y a des élèves qui n'aiment pas ça du tout et qui sont complètement à part, comme ils le seraient dans une autre matière. D'accord. Alors, concrètement, un enfant, un ado aujourd'hui qui se dit waouh, moi j'aime bien mon prof de sport, mais j'ai du mal quand même à aller le voir parce que c'est quand même mon prof à moi, hein, donc c'est un petit peu difficile peut-être d'aller discuter avec lui et qui aurait quand même envie d'avoir des infos sur comment on fait pour devenir prof de sport, prof de PS aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de par le cursus? Alors, c'est vrai qu'on entend parler de STAPS, hein. Oui, voilà, tout à fait. La filière, il n'y a qu'une filière pour devenir professeur de PS, D'accord. c'est la filière STAPS, donc sciences et techniques d'activité physique et sportive. Ça relève de l'université, donc c'est alors moi, quand je l'ai passé, c'était un niveau licence minimum, donc un bac plus 3. Maintenant, on passe sur un master à bac plus 4. Donc, il faut avoir fait donc 4 ans à l'université pour pouvoir présenter le fameux concours du CAPEPS, le concours qui permettra d'accéder à la fonction de professeur. C'est une filière universitaire, donc avec beaucoup de demandes. Et cette filière STAPS, elle est en plus sur les premières années, elle n'est pas ciblée. C'est-à-dire qu'on fait une première année qui va être assez ouverte, puisqu'on peut aller dans le sport et handicap, on peut faire sport événementiel, on peut faire du sport. Il y a 4, 5, 6 filières possibles. Et in fine, il y a la filière éducation et motricité, qui est la filière qui prépare au concours d'enseignants. Donc, En on fait, est c'est sur trois des… étapes. C'est passer un master, entrer en STAPS, puis si tu as envie d'être professeur DPS, c'est un concours pour… Alors, non, tu rentres en STAPS en première année de STAPS, donc première année, deuxième année, L1, L2 et master. Voilà, D'accord. donc on est sur cette filière-là. Parce que dans l'inconscient collectif, comme ça, le commun des mortels dirait ah ouais, 4 ans pour faire des études pour être prof de PS. C'est beaucoup, ça paraît beaucoup, hein, Pour être prof, pour être prof. Donc, comme c'est ça. tout prof de maths ou tout autre Exactement, chose. c'est un cursus sur 4 ans maintenant, oui. D'accord. Alors, j'ai ouï dire, hein, et j'ai entendu autour de moi, parce que j'ai des amis qui ont des enfants en âge d'être étudiants, que rentrer en fac pour faire STAPS, c'est super compliqué. Alors, rentrer maintenant, à mon époque, donc c'était en 93, il y avait un concours d'admission. Donc maintenant, ça n'existe plus, tout le monde rentre, donc on peut être 1200 en première année, et puis l'écrémage se fait au mérite, au mérite des travailleurs. C'est compliqué parce que souvent on rentre avec un peu l'idée qu'on va faire beaucoup de sport. Mais le problème, c'est que si on veut devenir prof de PS, les coefficients sportifs ne comptent quasiment pas. Ce qui va être important, c'est des cours de biologie, anatomie, psychologie, sciences de l'éducation, histoire des sciences et du sport.
Donc, des choses qui sont théoriques, écrites, intellectuelles et assez peu pratiques. Les activités sportives, je ne représente que très peu de coefficients pour l'obtention du diplôme, du concours. Donc, c'est avant tout des études universitaires, donc avec une formation universitaire, théorique, en cours magistral, avec des TP, avec des présences, avec des rendus, des dissertations de 2, 4 heures, 6 heures, 8 heures, sur différents thèmes de pédagogie, psychopédagogie, connaissance de l'enfance, du développement de l'enfant à l'adulte, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'est très, très complet comme cursus. Oui, c'est un cursus qui est complet, mais en même temps, on va nous confier des élèves, donc si tu es enseignant de PS, donc tu as eu ton concours de la 6e à la terminale, donc de 12 à 18, 19 ans. Tu es dans la pleine période de développement de l'enfant, donc tu fais effectivement, si tu organises un cours de volleyball, tu ne fais pas la même chose avec un élève de 6e qu'avec un élève de terminale. Tu ne mets pas en place les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les élèves sont différents. Les garçons, les filles, l'évolution des uns, l'épaississement des autres. On est dans une filière où le jeune se développe complètement et où il faut être capable de comprendre comment il fonctionne, vers quoi il va tendre pour pouvoir anticiper et proposer un apprentissage qui soit adapté au corps de l'élève. À la fois à son corps et à la psychologique de cette période de transition qu'est l'adolescence, qui est une période qui est quand même très particulière. Et là, c'est vrai que vous travaillez vraiment sur la fonction de l'adolescent de 11 ans à 19 ans, puisque c'est cette période-là de l'adolescence. Donc, il y a tout un schéma aussi de pensée qui n'est pas si simple que ça. Qui est très évolutif en plus, et puis qui évolue d'année en année. Quand il y a 20 ans, quand j'ai commencé, l'élève de 4e n'est pas le même élève qu'aujourd'hui en 4e. Il y a plein de choses qui sont mises en place en termes de réseaux sociaux, en termes de liberté plus ou moins donnée, de relâchement de l'éducation pour une partie qui doit être reprise soit par un autre ensemble. Donc ça évolue, c'est sans cesse de la remise en question et il faut sans cesse adapter. C'est ce que nous demandent les textes officiels, d'adapter, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, à chaque heure de cours. Tu prévois quelque chose, ça se passe rarement à 100% comme tu l'as prévu. C'est de l'adaptation continuelle, être prof. Permanente. Tu arrives avec un cours, en général, tu sais où tu veux aller, ça, il n'y a pas de problème. Tu sais comment tu aimerais y aller, et puis finalement, quand tu te retournes, tu n'as pas pris le chemin que tu avais prévu au départ. Mais l'important, c'est d'arriver où tu veux. Alors, si je voulais être un petit peu dans la provoque, Philippe, je dirais, moi je suis ado, je vois mon prof de sport, il a allé en gros une vingtaine d'heures par semaine, il fait mumuse avec un ballon, il est sur le bord, je suis dans la provoque, bien sûr, avec son sifflet, fais pas ci, fais pas ça. Moi je kiffe, j'ai bien envie d'aller faire ce métier-là parce que ça m'a l'air un peu peinard, ça ne doit pas demander beaucoup de travail. Au final, là, tu es juste en train de leur dire, et la réalité des choses, c'est qu'il faut être bosseur pour arriver à passer ce niveau d'être prof de sport et de passer son STAPS. Complètement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de monde à l'entrée en filière STAPS. Et finalement, à l'arrivée, c'est un concours. Donc, il ne faut pas être bon, il faut être meilleur. Donc, s'il y a 70 places, il ne faut pas être 71e. Même si tu as 18 et que tu es 71e, tu n'es pas pris. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'être bon, c'est d'être meilleur que les autres. Donc, c'est vrai que l'année concours est une année difficile. Parce qu'il faut vraiment bosser et puis il faut se dire que tout se joue quasiment sur les écrits. Les pratiques sportives ne servent quasiment à rien. Donc, effectivement, ensuite, il ne faut pas être langue de bois par-dessus ça. Le métier de prof de PS par rapport à d'autres professeurs nécessite un peu moins de préparation, et ça, je serai le premier à le dire, qu'un professeur de mathématiques qui fait 18 heures avec ses élèves et 20 heures de préparation de cours, et je ne compte même pas les corrections de copie. Nous, on n'a déjà pas les corrections de copie, on a plein de choses à faire, mais ça, on ne les a pas, et c'est un avantage sur nos collègues des autres disciplines, sans aucun problème. En revanche, tout le travail préparatoire de séance, c'est une adaptabilité permanente. Alors oui, il y a des collègues qui arrivent et qui inventent, entre guillemets, la séance un peu sur place, mais c'est de moins en moins. Moi, les profs que je côtoie sont quand même des enseignants qui se remettent au goût du jour, au goût des textes. On travaille beaucoup ensemble. Moi, dans mon établissement, on échange. Tiens, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Pourquoi tu as fait ça? Parce que ça a fonctionné. On essaie de se remettre en question, d'avoir une cohérence, parce que moi, les élèves, je vais les avoir en classe de seconde, et puis c'est peut-être mon collègue qui les aura en première. Donc, il est important qu'ils sachent ce que moi j'ai fait et que moi, je sache où il veut aller.
Donc voilà, c'est quand même, il y a un travail important d'équipe pour essayer d'avoir une continuité maximale entre l'entrée en seconde et la sortie en terminale avec une classe à examen. Donc, un jeune qui aujourd'hui se dit ouais, moi je vais devenir prof de sport, faut le mettre en garde en disant mais mon garçon, il va falloir que tu, ou jeune fille, parce qu'il y a des femmes quand même, va falloir que tu bosses. Bah, va falloir bosser les 4 années de toute façon. C'est un concours. Donc, comme tout concours, que ce soit celui de médecine, le PACES ou d'autres, c'est un concours. Il faut être le meilleur. Ensuite, une fois que tu as le concours, c'est bien. Mais après, il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'enseigner? Est-ce que j'ai envie d'être professeur? Parce que faire du sport et enseigner de l'EPS, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut avoir une fibre d'éducateur, d'enseignant pour pouvoir transmettre et puis évoluer, faire évoluer le jeune vers quelque chose. Ce n'est pas une pratique défouloir. Ça n'existe plus. Il y a eu une période très sportive dans les années 70-80 où les textes du ministère faisaient en sorte que c'était la pratique sportive qui prédominait. Maintenant, on sort complètement de ça et on est aujourd'hui capable d'évaluer un élève même inapte à la pratique sportive. Donc, on va l'évaluer sur ce que je disais tout à l'heure, les rôles sociaux, participatifs, arbitre, cadre, entraîneur, chorégraphe. On peut inventer plein de choses, assureur en escalade, chronométreur, starter. Voilà, il y a plein de rôles qui peuvent être évalués, qui sont de l'éducation sportive, savoir faire des choses, prendre des décisions, organiser un groupe. Et c'est des choses comme ça. Maintenant, il faut vouloir être prof, supporter 20, 30, 35 élèves, 20 heures par semaine. C'est quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui auront peut-être un peu de difficultés et qui sont bien contents d'avoir des profs pour les suppléer pendant la journée. Pendant la journée de confinement. C'est clair. Ok. Alors, un élève comme ça, un jeune qui nous écouterait là et qui se dirait bah ouais, mais moi j'aime le sport, vraiment. Hein, j'adore la pratique du sport et j'aimerais en faire mon métier. Je n'ai pas forcément les compétences d'un Mbappé en football ou, alors je vais donner ce que je connais en sport, un Tony Parker ou voilà, des gens comme ça. Mais vraiment, j'ai envie de faire du sport mon métier sans atteindre ce haut niveau parce que j'en ai pas forcément les capacités physiques. Qu'est-ce qu'il peut faire ce jeune-là qui a envie de s'ouvrir à une carrière dans le sport? Alors, les métiers du sport, tu vas avoir les métiers d'éducateur sportif. Donc, tu vas rentrer par le biais de ta filière sportive d'origine. Donc, si tu es volleyeur, eh ben, tu passeras des diplômes d'entraîneur de volley. Et puis, tu vas progresser, tu vas devenir entraîneur de volley en passant un brevet d'État d'éducateur sportif, le BES. Donc là, tu te spécialises et tu es diplômé dans ton activité. À partir de là, quand tu es breveté d'État, tu peux être rémunéré, salarié par un club en tant que ce qu'on appelle entraîneur, l'entraîneur d'un club professionnel ou même amateur, ou même dans toutes les structures associatives. Pour pouvoir être salarié, il faut avoir des diplômes et le brevet d'État d'éducateur sportif en est un qui permet d'être rémunéré officiellement. Dans tous les sports, tu as un brevet d'État? Oui, quasiment tous les sports sont… alors après, tu peux avoir des équivalences professionnelles, mais globalement, le statut de breveté d'État est le statut qui permet légalement de travailler au sein d'une association et d'être salarié. Donc là, on est dans le cadre associatif. Ok. Et alors, un jeune qui voudrait passer un brevet d'État, du coup, qui fait… Alors, tu me donnais l'exemple du volley, parce que je crois que c'est quelque chose que tu connais bien en plus, le volley, le monde du volley. C'est quelque chose que je connais un peu, oui. Tu as été entraîneur de volley toi-même, c'est ça? Alors moi, j'ai été entraîneur de volley d'une équipe de nationale 2 féminine en 95-96 et puis actuellement, je suis adjoint d'une équipe professionnelle à Saint-Nazaire en Ligue B, en deuxième division de volley. Ok, alors tu as un jeune qui vient te voir là, Philippe, et qui te dit ouais, moi le volley, j'aime ça, j'en fais en club, je suis plutôt pas mauvais, j'ai envie de passer mon brevet d'État. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en fait? Où est-ce qu'il faut Alors, je pense que la première idée, c'est de passer les diplômes fédéraux. Il y a plusieurs niveaux. Alors, suivant les fédérations, il peut y avoir 2, 3, 4 niveaux, 5 niveaux de diplômes fédéraux. Donc, moi, j'engage les jeunes à se lancer vers ces diplômes fédéraux qui vont être tant des diplômes d'arbitrage que des diplômes d'entraîneur parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, on monte comme ça petit à petit. On est niveau 1, niveau 2, ça porte différents noms. Ça peut être moniteur, ça peut être entraîneur fédéral. Il y a plein de noms suivant les fédérations, mais ça, il suffit de se rapprocher de ces conseils techniques sportifs régionaux qui connaissent parfaitement les conditions d'accès à ces concours. Et puis, de passer petit à petit. Il me semble qu'on peut passer les premiers diplômes aux alentours de 14 ans. Donc, pour 14 ans, pour le premier niveau, qui permet d'être
une fonction d'initiateur. Donc, on ne prend pas un groupe en charge à 100%. On est sous le couvert de quelqu'un qui sera plus diplômé. Et puis, d'initiateur niveau 1, on passe niveau 2, on passe niveau 3, jusqu'au dernier niveau fédéral qui, dans la plupart des fédérations maintenant, commence à ouvrir droit à rémunération dans certaines conditions pour ensuite accéder au brevet d'État. Mais c'est vrai que ce cheminement au sein de sa fédération, au sein de son sport phare, est important parce que c'est comme ça qu'on va commencer par la base, savoir faire l'échauffement. Moi, j'ai 14 ans, je vais aider les petits jeunes de 6, 7, 8 ans qui commencent. Je les échauffe, que ce soit en foot, en escrime, en badminton. Voilà les échauffements, comment ça se passe. Et puis, de l'échauffement, on va commencer aux premiers exercices techniques. Et puis, on va passer de la technique à construire son jeu, peu importe le sport, c'est valable dans tous les sports. Et puis, petit à petit, ça deviendra de plus en plus pointu pour accéder à un niveau de compétence où il y a des formations. Un brevet d'État, c'est pareil, c'est une année de formation via la fédération, mais via aussi les CREPS, qui permet, et la direction régionale jeunesse et sport de sa région, qui permet d'obtenir ce fameux diplôme. Et c'est génial, tu vois, parce que, alors moi, j'avoue, c'est des cursus et des filières que je ne connais pas, mais je me dis qu'un enfant qui se pose la question de se diriger vraiment vers le sport, si à 14 ans, il commence à passer ses premiers niveaux, ça va lui permettre aussi, en plus de sa scolarité, de voir si c'est vraiment quelque chose qui va lui plaire. Complètement. Et puis, en plus, les clubs, quelle que soit la discipline, encore une fois, sont à la recherche de ces personnes qui vont être capables d'animer un groupe, parce qu'on parle d'animation, on ne parle pas d'apprentissage au niveau associatif, ça va être animer un groupe, peut-être prendre les 15 premières minutes du cours pour faire l'échauffement et puis la mise en train, et puis après, c'est un plus diplômé qui prendra la deuxième partie, et puis peut-être l'enseignant breveté d'État qui prendra une catégorie, soit les meilleurs, soit les plus débutants pour vraiment leur apprendre les bons gestes. Le tennis, par exemple, fonctionne avec le club où est mon fils. Ce sont les brevetés d'État, donc les personnes les plus diplômées qui s'occupent des plus jeunes, avec comme principe de base que les meilleurs encadrants vont être ceux qui vont donner les meilleures bases pour bien se lancer dans la discipline. Et qu'après, on peut se permettre, pendant une période transitoire, donc si on fait 2-3 ans avec le breveté d'État le plus compétent, on peut avoir les années 4, 5, 6 où on ne peut avoir qu'un éducateur, pour ensuite, si on devient très bon, reprendre le breveté d'État in fine. Donc, ça permet d'avoir déjà cette harmonie et c'est quelque chose qui est relativement présent dans les clubs. Moi, je connais bien aussi le milieu de l'escrime dont je suis issu au départ et nous, on ne fonctionnait que comme ça avec les enseignants brevetés d'État, donc ce que nous, on appelle les maîtres d'armes, qui s'occupaient des plus jeunes. Et effectivement, ensuite, il y avait une période un peu sans maître d'armes pour ensuite, pour les meilleurs, revenir sur la leçon individuelle avec le maître. Ça fait des jolies perspectives pour les jeunes de pouvoir aller tester un petit peu ce que c'est que d'animer comme ça un groupe de sportifs, de leur permettre de se développer. C'est vachement chouette, je trouve. En faisant ça, tu te mets directement le pied à l'étrier de la formation et savoir si tu as l'âme d'enseigner ou pas. Si tu es calme, si tu es organisé, si tu sais gérer un groupe ou si tu as envie d'apprendre à le gérer, parce qu'au départ, quand tu arrives, tu es comme tout le monde, tu ne sais pas faire, ou en tous les cas, tu reproduis ce que toi, tu as vécu. À 14 ans, il y en a qui ont des très, très bons feelings et qui sont capables de faire des choses très bien. À 14 ans, il y en a qui sont incapables de le faire. Mais si tu es encadré, si tu es formé, les diplômes fédéraux sont souvent soumis à la supervision d'un breveté d'État, donc, puisque c'est obligatoire dans toutes les associations. Donc, on est sur quelque chose où tu as une sorte de tuilage, de parrainage d'un enseignant plus formé envers un plus jeune. Et c'est aussi l'ouverture au monde associatif, donner du temps, comprendre les fonctionnements, comprendre ce que c'est que faire un planning, respecter des horaires, participer à une compétition, organiser un déplacement, gérer du matériel, gérer des équipes, gérer des personnes, gérer des parents. Parce que même à 14 ans, on peut être amené à gérer un papa un peu intrusif ou une maman un peu trop mon fils, ma bataille, il ne faut pas y toucher. Et dès 14 ans, tu peux être. Donc, tu vois comment tu réagis. Et je pense que c'est un bon test, sachant que tu n'es pas en responsabilité totale. Donc, tu as le droit de te tromper. 14, 15, 16 ans, tu as le droit de te tromper. Dès qu'on sera au-delà de la majorité, les parents sont plus dans de l'attente. Ils viennent, ils payent une licence, ils attendent un rendu, ils attendent des compétences. Et chez un jeune, on acceptera plus une erreur, petite erreur, mais erreur quand même. Si c'est l'enseignant principal du club,
on sera plus exigeant en tant que parent et on est tous pareils. Bien sûr. Alors, tu as ta casquette, toi, Philippe, professeur de PS, dont on vient de parler. Tu as ta casquette aussi alors, dans l'escrime et dans le volley, hein, les volets où tu as été entraîneur. Escrime, je crois que tu as aussi un peu entraîné. Ouais, j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur, d'arbitre et d'entraîneur, mais je me suis arrêté avant le brevet d'État parce que l'escrime, c'était mon sport que je pratiquais où je m'entraînais et je ne voulais pas passer le cap de devenir entraîneur pour pas avoir la contrainte d'être et entraîneur et de m'entraîner parce que là, on n'est plus sur quelque chose qui est réalisable en termes d'horaire. Quand tu t'entraînes 15-20 heures par semaine, bah, tu peux difficilement entraîner en plus ou alors il faut faire un choix et moi, mon choix, c'était de faire du sport. D'accord. Et tu as une autre casquette, Philippe. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, j'ai publié une petite photo, hein, de Philippe, où il y a marqué championnat de France du monde d'escrime. Ouais, ouais. Du monde, Alors, pardon, ça, excusez-moi, pas de c'est. France, hein, du monde d'escrime. Et Ouais. on te voit avec un casque dans l'animation, c'est ça? Alors, dans l'événement, en fait, Dans l'événement. depuis que j'ai 14 ans, je fais partie de la Fédération française d'escrime dans l'organisation des grands événements en France. Donc, depuis, je ne sais même plus quelle année c'était. Alors là, je vais retrouver. Je vais avoir des notes qui partent. Non, j'ai plus de notes, mais peu importe. J'ai commencé à 14 ans, donc j'étais à une compétition d'escrime internationale où j'étais tireur. Je m'étais qualifié jeune, très jeune, et j'ai été éliminé vite, très vite. Et je suis resté sur le lieu de la compétition, et puis complètement par hasard, je me suis retrouvé assis à côté de quelqu'un qui avait un casque sur la tête avec deux grosses boules là, comme ça de chaque côté, et Il y a un puis un micro dedans. talkie-walkie posé sur la table. Et Ouais. quand il avait le casque sur la tête, il n'entendait pas ce qui était dans le talkie-walkie. Donc, moi, je connaissais son nom, c'était l'organisateur de l'épreuve. Donc, à chaque fois, j'étais à côté de lui. Je lui tapais dans le coude et je lui disais, on vous appelle. Il enlevait, il répondait, il reposait, il remettait son casque. Et puis, ça fait 2, 3, 4 fois comme ça. Et puis, à un moment, il me dit ça me saoule. Écoute, tu vas répondre à ma place. Et Ok. à partir de là, ça a commencé comme ça. J'ai fait ça pendant la première, et puis la deuxième compétition l'année d'après. Non, c'était 6 mois après, il y avait une deuxième épreuve internationale à laquelle j'étais. Et j'ai fait la même. Il me dit, ah, tu seras bien là à la fin pour m'aider comme tu as fait en janvier. Je dis, bah oui, si vous voulez. Et puis j'ai fait ça. Et puis l'année d'après, et puis de fil en aiguille, j'ai fait ça. Je venais un petit peu avant. Et puis maintenant, je suis responsable des épreuves, des phases finales, des épreuves de la Fédération française d'escrime. Et donc, tu t'es aussi lancé dans tout cet événementiel? Voilà, donc l'événementiel, l'organisation, parce que ça a été le plus gros événement, c'était les championnats du monde d'escrime qui ont eu lieu en 2010 au Grand Palais, donc où j'ai été dans toute la phase de conception et puis directeur de compétition pour la partie des valides. Et puis, j'ai fait des réseaux sociaux à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres 2012 pour le compte de la Fédération française d'escrime. J'ai été appelé par la Suisse pour organiser les phases finales des championnats d'Europe, donc à Montreux en 2015. Donc voilà, j'ai une petite expérience avec tout un groupe avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années et où on est capable de se déplacer, d'aller organiser des événements. Alors nous, notre spécialité, c'est l'escrime, mais ça a été des réseaux sociaux en Angleterre, en Allemagne, les championnats d'Europe cadets juniors, enfin Europe à Strasbourg, les championnats cadets d'Europe à Bourges. Voilà, donc on est capable d'intervenir auprès d'organisateurs pour apporter notre support sur toute la partie finale, logistique, mise en scène. Donc, ça va de l'éclairage à la publication LED, au montage des spectacles, au timing des événements les uns par rapport aux autres, les hymnes, les montées des couleurs, l'entrée des escrimeurs, donc des tireurs, les mises en scène artistiques également. Donc voilà, c'est d'essayer de concevoir tout ce projet pour le mettre en place. Et puis moi, c'est le côté événement, c'est-à-dire en live qui m'intéresse vraiment. Donc des moyens, j'en ai, je les connais. Maintenant, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévu, un peu comme dans le métier de prof de PS, c'est qu'est-ce que j'ai à disposition dans les 3 prochaines secondes pour faire mieux ou remplacer le problème, trouver une solution. Des fois, c'est des choses très, très techniques avec des utilisations de logiciels, donc avec une équipe de personnes dont tu sais qu'elles sont capables
de trouver des solutions rapidement, de te proposer des alternatives, une, deux, trois, et puis toi, tu choisis celle qui te semble la meilleure sur le moment. Mais ça peut être des choses beaucoup plus folkloriques, comme par exemple au Grand Palais, en pleine finale, se rendre compte qu'il y a de l'eau qui coule sur la piste de la Verrière. Donc, ça fait une mare au milieu de la piste. Donc, on les suit une fois, on les suit deux fois. Et puis, la solution qu'on a trouvée pour les 2 heures qu'on suivit, c'était de faire monter 2 personnes dans la coursive. Et pendant 2 heures, elles se sont relayées avec un seau, les bras tendus, sous la gouttière, et à échanger le seau pour pas que ça tombe sur la piste. Jusqu'à ce qu'on trouve dans la nuit la solution d'idée. Mais on était en direct à la télé sur France Télévisions et il n'y avait pas de solution. Il fallait être à l'heure. Donc, pendant 2 heures, on a 2 personnes qui se sont relayées, échanger un saut à 30 mètres au-dessus de la piste. Ok, ah ouais, le direct live qui est toujours compliqué à gérer. Il faut trouver des solutions parce que show must go on. Exactement, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Et ça, c'est une pression, mais c'est aussi une pression agréable. Quand tu travailles avec des réalisateurs français, ça va. Là, on travaille un petit peu plus avec des réalisateurs étrangers. Donc, toi, tu as ton équipe d'une oreille, tu as ton réalisateur qui te parle en anglais, même si tu comprends bien, le cerveau, il fait des trucs. Et puis, tu as des gens autour de toi qui te redonnent des informations. Donc, il faut être capable de faire le tri et de connaître tes ressources. Et ça, c'est la chose la plus importante, savoir de quoi tu disposes et ce que tu peux exiger ou espérer des gens avec qui tu travailles. Alors génial, parce que ça aussi, l'événementiel, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui, parce qu'on voit tout ce qui est de l'ordre, alors je vais dire strass et paillettes, même si dans le sport, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais quand même ce côté organisation, événementiel, rencontrer du monde, générer de l'audience, avoir des choses comme ça particulières. Donc toi, c'est quelque chose dans lequel tu es, entre guillemets, un peu tombé par hasard. Ouais. Complètement par hasard. Alors, l'événementiel, tu tombes parce que tu as quand même la passion de vouloir réaliser des choses, de filer des coups de main. Moi, depuis que j'ai 6 ans, je m'occupe d'un tournoi de volley avec ma maman qui était dans le monde associatif et j'y suis encore aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aussi une passion de vouloir faire des choses, se mettre au service des autres, de vouloir créer quelque chose pour les autres. Que ça soit bénévolement ou pas, peu importe, c'est créer quelque chose et faire que les gens, au final, soient contents de ce qui a été produit. Les remerciements, finalement, tu en as très peu. Tu prends regarde un film, le meilleur des films qui soit, par le réalisateur et les acteurs, tu ne connais personne, alors que la réussite d'un film, ça va du technicien au porteur du café, au preneur de son, et ceux-là, tu ne les connaîtras, tu ne les connais pas et tu ne les connaîtras jamais. C'est clair, ouais. Voilà, donc je pense que c'est vouloir réaliser quelque chose pour les autres, essayer de mettre des choses en place. Aimer diriger, prendre des décisions aussi, vouloir imposer sa touche à certaines choses. Je crois que ça fait partie des choses importantes, mais c'est vrai qu'au début, comme je disais tout à l'heure, tu commences par répondre à un talkie-walkie. Certains apporteront le café, certains seront peut-être en charge de distribuer des badges pendant 4 jours consécutifs, ou être bénévole pour contrôler un accès. Je parle un peu comme un agent de sécurité serait payé, mais tu vas être là pour contrôler un ticket. Voilà, ça, c'est quelque part, c'est le début de l'événementiel. Il y a très peu de monde qui va commencer en étant tout en haut à la direction dans les choix. Il faut être humble au départ. Je pense qu'il faut accepter de rentrer par la petite porte, mais par contre, être capable de vouloir se mettre un peu en valeur, de dire, voilà, vous m'avez mis là. L'exemple du contrôle de billets, peut-être qu'au départ, tu fais 2 jours contrôleur de billets, et puis peut-être que tu peux donner des idées, et puis qu'à la fin, au bout d'une semaine, on te dira peut-être, tiens, finalement, tu vas peut-être t'occuper de ta place, mais des 2 autres gars aussi. Donc finalement, tu commences à driver 2 personnes, et puis la fois d'après, tu feras autre chose, mais ça augmentera comme ça. C'est à toi aussi de montrer ce que tu as envie de faire, de montrer tes qualités, tes savoir-faire, parce que personne n'est devin. Il y a plein de gens dans les jeunes maintenant qui sont capables de faire des réseaux sociaux, qui sont capables d'utiliser des petits logiciels de montage vidéo, d'animation LED, qui sont capables de jouer avec des smartphones, de faire des travelling, d'utiliser des webcams, même un mini pilote de drone, pas officiel. Mais il y a plein de jeunes qui sont capables de faire plein de belles choses, mais on n'est pas devin. Donc, à un moment, il faut être capable de proposer, il faut être capable d'entendre non aussi, parce que ça, c'est non, ça ne m'intéresse pas, mais être porteur de solutions, d'idées, et puis d'accepter aussi que ces idées, c'est toi qui l'as donné, puis c'est quelqu'un d'autre qui en tire la casquette, la couverture. Mais ça, c'est un peu partout pareil. Mais toi, tu sais que c'est toi qui as eu l'idée de base. Maintenant, elle a été reprise par quelqu'un. Mais c'est comme ça aussi que tu vas te mettre en confiance jusqu'au jour où tu auras une vraie bonne idée
que tu auras structurée et là, on ne pourra pas te la piquer et ça sera toi. Et c'est là où tu marques des points et où c'est là où tu prends de l'assurance. C'est là où tu gravis des échelons et où tu vas commencer à réellement rentrer dans le monde de l'événementiel à un niveau organisationnel, de réflexion, de mise en place, de mise en œuvre et pas simplement animer le réseau social, c'est-à-dire prendre une photo, la poster sur Facebook et puis mettre en dessous on voit un tel machin. Bon, ben voilà, ça, tout le monde peut le faire quasiment. Mais ça, ce n'est pas de l'événementiel. C'est chiant à mourir de faire du réseau social. Si tu fais ça community manager, passer toute ta journée à faire une photo, mettre un post dessous, une photo, un post dessous, ça peut plaire, mais ce Il n'est y en a pas de qui aiment ça. l'événementiel. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment, Alors, il y maintenant, en il y a a qui des aiment ça, mais ce cursus, n'est pas l'événementiel en termes de création. bien sûr. Il y a des cursus maintenant de formation dans l'événementiel, mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, avant de prendre l'antenne sur ce live, c'est que l'événementiel, ça regroupe tellement de secteurs d'activité. Il va y avoir tout le responsable du son, tout le responsable de la vidéo, tout le responsable des lumières, tout le responsable des joueurs. Quand toi, tu es sur des tournois, alors des escrimeurs, tous les responsables de la presse, etc. C'est un domaine d'activité, l'événementiel, qui est énormissime. Et qui touche à plein de secteurs d'activité. Donc, on ne saurait que conseiller à des jeunes qui auraient envie de s'orienter sur l'événementiel, d'aller voir tout ce qui existe comme possibilité, comme champ d'action dedans. C'est ça. Et puis, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'événementiel, qui sont des gros groupes qui vont faire les salons, le salon de l'automobile, tous les salons parisiens ou même en province, qui vont faire les trophées Red Bull, qui vont faire voilà, tous les événements. La majorité des événements, les très gros en l'occurrence, ont au-dessus une société spécialisée dans l'événementiel qui, elle, va employer une agence de sécurité, un électricien, un éclairagiste, quelqu'un au son, et du son, tu auras le speaker, tu auras le câbleur, tu auras le régisseur, voilà, donc c'est toute une arborescence par société, mais effectivement, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'événementiel, d'éclairage, par exemple, de sonorisation spécialisée dans l'événementiel. Et ça, effectivement, quand on a des atouts, si moi j'aime la vidéo, je vais essayer de trouver une société qui va créer de l'événement. Je serai peut-être au départ cadreur si j'ai des qualités de cadreur. Je serai peut-être simplement pompier à avaler du câble et à redonner du câble à mon cadreur. Mais petit à petit, si j'ai une réelle motivation, parce que tout part de là, on est capable de faire plein de choses. Mais c'est vrai que c'est une arborescence énorme et il faut réussir à rentrer dans ces grandes sociétés d'événementiel qui sont des petits salaires au départ parce que c'est beaucoup de stagiaires. Ça commence souvent très petit. Il faut avoir les reins solides au départ et c'est très bien d'être chez papa ou maman et de ne pas avoir trop d'emprunts sur le dos parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent au départ pour énormément d'heures. En revanche, quand on passe le cap, ça devient bien payé. Et On est en papa, maman. responsabilité, on est en choix et ça devient très intéressant. Mais il y a ce cap et il faut vraiment montrer beaucoup de qualité et développer beaucoup de facultés d'organisation. Et l'événementiel, c'est un milieu particulier parce qu'on est en décalé avec le reste des gens, en fait. Il y a toute la préparation et puis il y a tout l'événement qui se passe le plus souvent le week-end ou en soirée. Ça demande quand même un investissement de temps et une énergie qui est… Alors, je crois qu'il faut que ça soit une passion parce que j'ai des exemples de personnes spécialisées dans l'événement. Il n'y a pas beaucoup de vie privée, il y a beaucoup de divorces ou de séparations en tous les cas, des horaires décalés, des journées de 28 heures sur 24. Faut tout faire pour hier, voire avant-hier, voire pour la semaine dernière. C'est beaucoup de stress. C'est très bien payé, mais c'est des fois à quel prix? Donc après, il faut être capable de faire la part des choses entre le temps qu'on alloue à son travail. Il faut que ça soit une passion parce que si ça devient une contrainte, tu es mort, tu vas tomber dans il faut prendre des médocs pour tenir, il faut du dopage ou d'autres produits stupéfiants qui te permettent de tenir parce qu'il faut que tu enchaînes pendant 15 jours des journées de 20 heures, quoi. Donc, au bout d'un moment, 4 heures de sommeil par nuit, quand on enlève à ça le trajet pour rentrer chez toi et y retourner le lendemain, 2h30 plus tard, tu pètes un plomb tu pètes un plomb rapidement. Donc, l'événementiel, c'est fabuleux. Faut être sacrément costaud dans sa tête et physiquement également. Parce que c'est des allers-retours permanents, c'est des montées, c'est des descentes, c'est des déplacements. Quand c'est au niveau national,
ça va encore parce qu'on est jamais à plus d'une heure et demie en avion en France. Maintenant, si tu travailles avec des gros groupes qui vont aller travailler, faire un salon à Barcelone, à Dubaï, à Amsterdam ou je ne sais pas où, effectivement, c'est du décalage horaire et peu de vie privée finalement. Génial. Ben, merci pour toutes ces infos. Est-ce que tu as des actualités alors toi, Philippe? Alors, mis à part que, effectivement, en tant que professeur de PS, là, pour l'instant, tu es confiné. Ouais, bah, prof de Toi, tu as des PS, prof de activités PS prochainement? confiné, c'est quoi? C'est essayer de motiver les élèves à un petit peu faire une activité physique chez eux. Donc, Oui. moi, je leur envoie des petits programmes, ils m'envoient des petites vidéos, je fais des montages. Ils voient les autres en activité, donc c'est essayer de motiver un petit peu. Maintenant, c'est vrai que sur Internet, tu trouves malheureusement tout et n'importe quoi, mais tu trouves pour faire une activité sportive, tu arrives à trouver quelque chose. Et c'est vrai que simplement le fait de motiver les élèves, bah, c'est bien. Et qu'eux arrivent à motiver leurs parents, c'est encore mieux. Donc, j'ai des petites vidéos avec enfants, parents, frères et sœurs. Donc, Génial. voilà, ça c'est un peu le quotidien. À côté de ça, bah, il y a toujours un peu de travail parce que prof, tu peux être prof principal aussi, donc avoir une classe à gérer. Donc là, c'est quelque chose que je fais avec un petit suivi des élèves dont j'ai la responsabilité, savoir s'ils arrivent à se connecter, si les rendus sont faits en temps et en heure. Après, moi, j'ai une fonction aussi de création des emplois du temps dans mon établissement. Donc, c'est vrai que je communique encore. On est déjà en train de préparer la rentrée de septembre prochain. Vous prenez de l'avance, du coup. Bah, oui, oui. Enfin, c'est un travail qu'on commence actuellement à cette période de l'année. C'est vrai? Hein. D'accord. On finalise ça pour le 10 juillet, mais on commence généralement à cette période de l'année à commencer à rentrer bah, les contraintes Bien sûr. des cours, les contraintes des matières, les nouveaux horaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui occupe un peu mes journées aussi. Et puis, En bah, termes de le projet, rapport avec les collègues c'est sur ça. les remontées de notes. Là, on va arriver en période d'examen, donc on ne sait pas trop comment vont être faits les examens, renvoyer des tableaux de notes, les contrôles en cours de formation, voilà, faire des synthèses, commencer à faire le point et les avis de passage pour les livrets scolaires des élèves. Mhm. Donc, ça occupe correctement les journées. Mon On peut s'en événementiel, c'est embêter. un peu compliqué, là. Pardon? Mon événementiel, c'est un peu compliqué. Ah bah, l'événementiel, c'est mort. Hein. Là, j'aurais dû être le week-end dernier sur le challenge SNCF Réseau, qui était une Coupe du Monde d'épée au Stade Pierre de Coubertin à Paris. Bah, voilà, donc ça, c'est annulé. Mais ça sera reporté, c'est pas grave. Les jeux sont annulés, reportés. Ben, écoute, on verra ça l'année prochaine. Mhm. Bon. Et d'autres projets pour toi, là, à venir, dont tu Ah, aurais envie? le plus gros, c'est les Jeux Olympiques Paris 2024, donc Et ouais. dans le cadre de l'escrime, puisque c'était les championnats du monde de 2010 ont eu lieu au Grand Palais. Le comité d'organisation Paris 2024 envisage l'escrime au Grand Palais. Donc, moi, c'est un établissement que je connais bien, que j'ai en long, en large, en travers, que j'ai encore en plan dans mes dossiers. Donc, voilà, l'objectif, c'est de rentrer dans l'organisation. Alors, encore une fois, l'organisation, pas la préparation, puisque la préparation, c'est de la communication, c'est du partenariat, c'est des médias, c'est plein de choses, mais sur la partie sportive escrime, voilà, pour gérer cette partie-là. Donc, le responsable sportif escrime a dû être nommé ou va être nommé en tant que salarié. Moi, je reste prof de PS, c'est mon métier. Donc, maintenant, c'est en juillet et en août 2021. Donc, ça laisse quand même un petit peu de temps, 2 mois de mes vacances que je transformerai et que je mettrai à contribution bénévolement On va pour peut-être Paris avoir la 2024. chance de te voir par chez nous, alors, Philippe. Oui, 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 bah, Très occupé, certainement, mais bon. ça va m'occuper, mais bon, c'était déjà en 2012, ça m'avait pris un peu de temps. En 2010, ça m'avait pris presque un an de préparation. Là, j'étais plus sur l'aspect préparation, métrage, chiffrage et budget de l'événement. Là, les jeux, j'essaierai de me cantonner sur l'aspect sportif de mise en scène des phases finales, si on peut dire. Super. Mais en Voilà. tout cas, merci beaucoup, Philippe, du temps que tu nous as consacré, de la précision de ce que tu nous as dit. Et on sent, et ça me donnerait presque envie de retourner de faire du sport au lycée, moi. Bah, Presque. écoute, en tous les cas, nous à Sainte-Anne, les élèves, pour la majorité, sont bien contents de faire du sport. Il y a une bonne équipe, les profs sont sympas, les élèves sont sympas et sont motivés pour la majorité. Donc, on n'a pas trop de soucis et c'est vrai que c'est une discipline qui plaît, qui est différente des autres, dans un contexte particulier où on s'exprime plus avec le corps qu'avec. Enfin, on fait valoir son esprit grâce à son corps, chose qui n'est pas toujours le cas dans les autres disciplines. C'est clair. Donc, c'est vrai que ça plaît et moi, je suis très content de ce qui se passe avec mes élèves.
En tout cas, il y a toute cette passion qui t'anime, qui est vraiment présente quand t'en parles. Et merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. Et puis, ben, j'espère qu'on va pouvoir se revoir très vite par chez toi. En tout cas, c'est pas sûr. Mais j'espère qu'on va avoir l'occasion d'arriver vers la Baule dans pas très très longtemps. Ah bah écoute, j'espère aussi, hein. De toute façon, les plages vont bientôt rouvrir peut-être, donc on verra. Et puis on se retrouvera du côté de la Baule avec grand plaisir, Corinne. D'ailleurs, j'en profite des nouvelles de la PPVB, des masters ou pas du tout Pour le moment, donc, le fameux tournoi des Masters de volley de Pornichet qui a lieu traditionnellement la première semaine d'août. Pour le moment, c'est en stand-by. On est contraint à respecter les obligations d'ouverture et de fermeture des plages. Les 5000 personnes, on ne les aura pas dans les tribunes, même si on arrive à monter à 2000-2500 spectateurs. Maintenant, ça me paraît compliqué au vu des décisions. En tous les cas, rien n'a été acté comme quoi ça n'aurait pas lieu. Donc, pour le moment, moi, je reste positif. Et puis, je pense que quoi qu'il arrive, si on a accès à la plage, il y aura quelque chose, sûrement en plus petit, moins d'envergure, moins de tribunes, moins d'écrans géants, moins de restauration. Mais de toute façon, on fera quelque chose pour que le volley sur la plage existe. Il y a plein de monde, plein d'amis, plein de bénévoles sur les 70 bénévoles des MVP. Je pense que tout le monde sera présent pour filer un coup de main, monter 20 terrains s'il faut, organiser des compétitions, même s'il n'y a pas de l'eau, mais proposer au moins une animation beach volley sur la plage de Pornichet face au casino. Et ça, quoi qu'il arrive, ça se passera la première semaine d'août si on a le droit d'aller sur la plage. Eh ben, si vous avez envie de rencontrer Philippe, accessoirement, moi, j'y serai aussi au Master de Pornichet, hein, chaque année, première semaine d'août, organisée par l'association pornichétine de promotion du volleyball, PVB. Et c'est une ambiance géniale. Et c'est vrai que je suis ravie d'entendre que quoi qu'il arrive, on va essayer de faire quelque chose et de promouvoir le volley et de pouvoir générer toute cette énergie absolument extraordinaire qui se passe pendant cette semaine-là. Et puis aussi grâce à toi, hein, Philippe, parce que tu es au micro et que ça fait partie aussi des talents que tu as de pouvoir nous animer ces masters-là. Donc, première semaine d'août, si vous passez par Pornichet-la-Baule, eh ben, venez nous rencontrer, puis venez nous dire un petit coucou. Exactement, faites-nous coucou, on sera content de vous rencontrer, peut-être de vous initier au volley ou de vous faire participer à un des nombreux tournois de 14 à 80, 92, 93 ans. Donc, vous trouverez forcément votre plaisir à Pornichet. C'est clair. Merci beaucoup, Philippe. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, Corinne. Salut à toi. À bientôt. À bientôt.